Bonsoir à tous, bonsoir Johanna. Bonsoir. J'espère que vous allez bien, bienvenue pour un nouveau NeuroLive. Alors ce soir le thème ça va être la pédopsychiatrie et donc on a la chance d'être avec Johanna, pédopsychiatre, qui va pouvoir nous présenter sa profession. Alors on avait pensé à un plan, c'est en gros dire pourquoi aller voir un pédopsychiatre, comment se passe le premier rendez-vous chez un pédopsychiatre, il y avait quoi d'autre? Il y avait, oui, les champs d'action. Tout à fait, les champs d'action du pédopsychiatre. Et puis après, voilà. Donc de toute façon, vous le savez très bien, le NeuroLive, encore une fois, ça a été fait pour être un maximum utile aux personnes, permettre le partage de connaissances, d'expériences également entre les familles. Et puis voilà, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Je ne sais pas si on prendra le temps pendant la vidéo d'y répondre, mais quoi qu'il en soit, on prendra le temps, une fois la vidéo terminée, de pouvoir répondre à toutes les questions. On ne laissera jamais des questions sans réponse. Voilà, et je vois que du coup c'est bien, les personnes sont en train de se connecter. Peut-être juste le temps que les personnes et tout se connectent, simplement pour l'anecdote. Johanna et moi, on travaille, en fait on a été amenés à travailler ensemble, ça va faire 5 ans Ouais. maintenant, quelque chose comme ça. Souvent. Ouais, très très souvent, alors on a beaucoup échangé par mail, par téléphone, mais on s'était jamais vu. Oui, Là c'est une grande première. voilà, donc là c'est la première fois. Et pour le coup, donc, je lui ai proposé et tout de faire un NeuroLive sur la pédopsychiatrie. Elle n'a pas hésité une seule seconde, elle a gentiment accepté, elle s'est rendue disponible. Et du coup, je suis ravi de faire le NeuroLive avec Johanna. Voilà. Plaisir partagé. Bah, c'est gentil. Donc, oui, peut-être que je commence Ouais. par dire comment on arrive dans mon bureau finalement. Exactement. Donc, bon, rebonsoir déjà. Et je vais essayer d'être le plus clair possible pour qu'on comprenne peut-être un petit peu mieux le travail de pédopsychiatre, qui n'est pas forcément très clair tout le temps. Surtout qu'il y a beaucoup de professions maintenant dans le milieu de l'enfance et dans tout ce qui est autour de la psy au sens large, comme la psychomotricité, le neuropsychologue bien entendu, le psychologue tout court, l'orthophonie, les psychothérapeutes. Enfin, c'est vrai qu'il y a énormément de choses différentes. En gros, en règle générale, les personnes qui arrivent dans mon cabinet sont envoyées par un médecin généraliste qui a trouvé qu'il y avait des choses inquiétantes ou qui lui posait question, par l'école qui a mobilisé les parents et qui a dit que ça serait peut-être pertinent d'avoir l'avis d'un pédopsychiatre. Ensuite, ça peut être par des voies justement paramédicales où spontanément les parents ont pris rendez-vous soit chez un orthophoniste, soit chez un psychomoteur, un psychomotricien ou une psychomotricienne ou un psychologue, et qui se sont dit qu'il fallait peut-être un petit peu pousser les recherches et donc demander l'avis à un médecin, parce que le pédopsychiatre est médecin. Voilà, donc ça peut être pour plein de choses différentes qu'on m'envoie des patients. Ça peut être pour une suspicion de troubles de l'attention, qui est très tendance en ce moment, pour des troubles du spectre autistique, des TOC, des dépressions, des événements de vie qui font que l'enfant ne va pas forcément bien, des choses qu'on ne comprend pas très bien, des problèmes à l'école, des choses très diverses. Et en gros, mon rôle, j'allais dire, ça va être de faire un petit peu le tri dans tout ça, de voir ce qui est de l'ordre vraiment du pathologique, c'est-à-dire de la maladie, ou en tout cas qui n'est pas cohérent avec l'âge de l'enfant, par exemple. Puis après, si nécessaire, de les orienter vers d'autres professionnels si des bilans sont nécessaires. Comme par exemple en neuropsychologie, ce qui est souvent le cas. Alors, tu as dit quelque chose d'extrêmement important. Le pédopsychiatre est médecin. Tu l'as dit encore une fois là, à juste titre. Oui, on entend de tout. Alors oui, effectivement, il y a du pédopsychiatre, il y a du psychologue, il y a du psychopédagogue, il y a du neuropsychologue, il y a du psychomotricien. Il y a tout plein de professions. Il y a une réelle différence quand même entre pédopsychiatrie et puis le reste de ces professions-là qui sont du paramédical. La différence principale, en tout cas, comment dire, le raccourci qu'on va faire assez facilement, c'est forcément, on va en parler aussi après un tout petit peu, c'est sur la prescription de médicaments. Bien sûr. Ça, c'est pour le coup, c'est directement, moi je n'ai pas le droit donc de prescrire de médicaments. Johanna, en tant que pédopsychiatre, peut prescrire des médicaments. Ça, du coup, ça c'est une chose extrêmement importante à savoir. Et ensuite, l'autre, là, du coup, je vais parler de ma profession. Je vais orienter, parce que tu disais donc les personnes qui vont orienter vers une pédopsychiatre, en tout cas, comment toi tu peux être amené à recevoir des patients. J'orienterai vers une pédopsychiatre lorsque je sens qu'il y a
une, une plainte psychologique ou psychiatrique finalement réellement profonde. Oui. Quelque chose qui nécessiterait l'intervention d'une pédopsychiatre. Super, je vois qu'il y a Nima qui est là, du coup bonsoir Nima. Nima donc il sera là derrière son clavier pour gérer les questions. Voilà, Très voilà. bien. Bonsoir Nima. Ouais. Important de l'équipe. Ouais. Et oui, donc voilà. L'autre point qui est important de préciser, je pense, c'est que les consultations pédopsychiatriques sont remboursées par la sécurité sociale, étant donné que je suis médecin. On peut ouvrir le débat sur ça devrait être remboursé, mais en tout cas pour le moment, c'est les consultations de pédopsychiatrie effectivement qui sont remboursées par la sécurité sociale. Donc c'est-à-dire que c'est alors principalement, alors donc donc tu m'as dit donc il y a des professionnels, hein, c'est ça qui Oui. vont t'adresser des patients. Est-ce que ça peut arriver par exemple que des écoles fassent Oui, appel à oui, toi? c'est Ouais. tout à fait, c'est ce vrai que je disais. Ok. Alors, attention, c'est pas leur travail de voir s'il y a une pathologie, Ouais. mais ils peuvent être alertés par le comportement d'un élève, une maîtresse qui dit qu'elle est inquiète, qu'elle voit qu'un enfant présente une particularité, Ok. ou alors qu'il a des difficultés d'apprentissage, qu'il n'arrive pas à comprendre certains comportements. Alors les comportements, ça peut être soit un retrait, soit au contraire une grande agitation. Enfin, là vraiment pour le coup, c'est très très large, on va dire. Donc voilà, je pense que on m'oriente, pas forcément quand c'est très grave, mais en tout cas quand on est un peu perdu, qu'on se dit qu'on va prendre peut-être quelqu'un qui va, c'est ce qu'on disait tout à l'heure en off, j'allais dire, qui va chapeauter un petit peu tout ça. C'est-à-dire qu'il va faire le tri dans tous les symptômes, dans tout ce qui est présenté par l'enfant, et se dire tiens voilà, j'ai ces données-là quand je le vois et quand j'échange avec lui cliniquement, c'est-à-dire au cours de l'entretien. Et après, tiens, qu'est-ce que je peux faire maintenant pour faire en sorte qu'il aille mieux? Est-ce que c'est simplement une psychothérapie dont il a besoin et dans ce cas-là, je fais des entretiens avec lui et on essaye de régler le problème? Soit est-ce que j'ai besoin, moi, d'éléments supplémentaires pour en savoir plus sur cet enfant et je peux l'orienter de mon côté vers un neuropsychologue, un psychomoteur, une orthophoniste ou encore d'autres choses pour avoir plus d'informations qui m'aideront moi à poser un diagnostic. Voilà. Ça, beaucoup, ça c'est nickel comme présentation parce que, et ça, alors très probablement, pareil, on va en parler sur lorsque tu orientes donc, vers ces professionnels-là, donc les autres professions, j'imagine que tu attends un retour. Oui, c'est ça. C'est le but. Parce qu'il y en a beaucoup aussi, voilà. On oriente, après donc le neuropsy va faire son bilan, l'orthophoniste va faire son bilan, pareil pour le psychomote, pareil pour l'ergo, et ensuite généralement la famille revient avec ses comptes rendus vers toi. Oui. En tout cas, je leur demande à chaque fois qu'elles ont le résultat d'un bilan et quand tous les bilans sont faits. Okay. Parce que ça aussi, il faut faire attention pour les enfants de ne pas multiplier les prises en charge. C'est-à-dire que si lundi, il y a orthophoniste, mardi, psychomote, mercredi, neuropsychologue et jeudi, pédopsychiatre, c'est un coup à le dégoûter totalement des prises en charge. Donc en règle générale, je conseille aux parents de faire les bilans. Et une fois que les bilans sont faits, de revenir vers moi avec l'ensemble des bilans pour que, en gros, avec toutes les données que j'ai, je puisse établir... un diagnostic ou si ce n'est pas un diagnostic, en tout cas une prise en charge qui sera bénéfique pour le petit et qui lui permettra d'aller mieux et qu'on prenne en compte finalement le trouble qu'il a en le connaissant mieux. Et prioriser du coup la prise en charge. Exactement, c'est-à-dire de dire bon bah non, les bilans ne rapportent rien de particulier, on a bien vérifié, donc maintenant soit je décide qu'il y a nécessité d'une psychothérapie parce qu'il y a quand même un mal-être ou des choses qui ne vont pas, ou alors parfois de la guidance parentale, parce que c'est des choses qui arrivent quand même assez régulièrement. Je prends cet exemple, mais c'est un exemple parmi tant d'autres. Parfois des parents arrivent en me disant mais mon fils est hyperactif, il court partout, c'est un enfer. Et dans un premier temps, bien évidemment, on ne va pas dire ah d'accord, très bien, votre fils est hyperactif, je fais une prescription avec la fameuse Ritaline ou consoeur. Non, le but ça va être de savoir dans un premier temps par exemple si à la maison il y a des règles qui sont pertinentes et qui font que le petit peut effectivement être posé, se sentir bien et que s'il part trop dans tous les sens, il y a un cadre qui va mettre un frein à tout ça. Après avoir mis de côté ces éléments éducatifs, on va dire, on va pouvoir s'orienter vers d'autres diagnostics. Donc le but du pédopsychiatre, en l'occurrence de la pédopsychiatre, ça va être vraiment de faire une étude globale du petit, aussi bien de lui
que de son entourage, de sa famille, de voir comment les gens fonctionnent, des antécédents familiaux. Là, on est vraiment finalement dans un examen médical type où on reprend les antécédents familiaux et du petit, savoir s'il y a des antécédents par exemple dans la famille de troubles de l'apprentissage, de troubles du spectre autistique, de dépression, de choses de ce genre, pour avoir le plus d'informations possible et pouvoir finalement faire un tri cohérent, en gros. Oui, parce que alors, c'est une responsabilité énorme. Finalement, en fait, s'il y a tant de choses qui reposent sur le médecin pédopsychiatre, forcément, c'est-à-dire que c'est une responsabilité énorme et c'est à ne pas prendre à la légère. Moi, du coup, si je comprends bien et tout, un bon pédopsie prend le temps déjà de connaître l'enfant, de connaître son entourage, son environnement, avant d'éventuellement poser un diagnostic. Là, tu parlais d'hyperactivité. Comme tu dis à juste titre, s'il y a hyperactivité, déjà, bon, il faut savoir vraiment ce que c'est l'hyperactivité. C'est ça, c'est-à-dire que excuse-moi, je t'ai coupé. Je préciserai parce que moi-même, je dis de temps en temps hyperactivité pour faire un raccourci. Ouais. Bon, alors attention, tout ce que je dis n'engage que moi. Si vous tomberiez sur quelqu'un d'autre, peut-être qu'il aura un discours inverse. Mais pour être complet, il faut dire trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Parce que c'est vrai que c'est très important comme nuance en fait. C'est-à-dire que le fait qu'un enfant soit hyperactif ne veut pas forcément dire qu'il a un trouble de l'attention. Et ça, c'est vraiment très important. Et c'est typiquement ce genre de choses qu'on va essayer de déblayer avec les parents pour ne pas tomber dans des pièges un peu véhiculés par la société en général, j'allais dire. Ouais. Et surtout si derrière les enjeux sont la mise en place d'un traitement médicamenteux. On peut en parler aussi pareil, reconnaissance par exemple MDPH, si derrière donc il y a un dossier MDPH et toutes les démarches que ça implique pour la famille, quoi qu'il en soit, ça veut dire qu'en gros lorsqu'on a rendez-vous chez le pédopsie, on s'attend qu'à une réponse et normalement cette réponse-là, on est censé quand même s'appuyer dessus en disant bon là j'ai en face de moi un médecin qui a consulté l'ensemble des comptes rendus des bilans qui ont été effectués jusqu'à maintenant, qui a pris le temps de connaître l'environnement de l'enfant et connaître l'enfant. Donc, généralement, ce qu'il avance, c'est censé être, en tout cas, au plus proche de la réalité. Et justement, après, derrière, donc là, c'est pour répondre à la question de Nima, idéalement, coordonner la prise en charge pluridisciplinaire. Tout à fait. C'est-à-dire qu'au-delà de poser le diagnostic ou pas, ou de donner des conseils de guidance parentale, de chercher des éléments cliniques et faire un peu le point sur la situation. Une fois que, par exemple, des bilans sont demandés, si des bilans sont demandés, le but va être effectivement de ne pas, j'allais dire, prendre chaque bilan isolément, mais plutôt de tout regrouper et d'essayer de bien comprendre le mode de fonctionnement de l'enfant pour faire en sorte que ça l'aide au mieux. Et éventuellement, comme tu disais, pour certains patients, je vais prendre un exemple pour que ce soit parlant, si un enfant a des troubles des apprentissages ou un trouble déficit de l'attention avec hyperactivité ou pas, il y a forcément des conséquences sur l'école et il peut y avoir ce qu'on appelle des aménagements scolaires pour l'aider au mieux. C'est-à-dire, par exemple, s'il a un trouble graphique, c'est-à-dire qu'il a du mal à écrire, éventuellement lui fournir un ordinateur. Et ce genre de choses nécessite qu'un médecin valide les diagnostics, s'appuie sur des bilans éventuellement, et après fasse une demande, tu évoquais la MDPH, remplisse un dossier médical, un certificat médical dans le cadre d'un dossier de la MDPH. La MDPH, c'est la maison des personnes handicapées. Alors c'est un terme qui fait un petit peu peur à beaucoup de parents, mais il faut savoir que la MDPH, on est obligé d'y passer. C'est-à-dire que pour la plus petite des dyslexies ou le plus gros des troubles du spectre autistique, on est obligé de passer par la MDPH pour demander un tiers-temps, un ordinateur, la présence d'une assistante de vie scolaire, une auxiliaire de vie scolaire, une AVS. Tout doit passer par la MDPH. Donc même si le terme fait peur et que c'est vrai, on est parfois réticent à l'employer, c'est quelque chose de normal et qui va vraiment dans le sens d'aider l'enfant au mieux et faire en sorte que son quotidien soit le moins difficile possible parce que c'est des enfants qui sont en souffrance et qu'on doit aider le plus rapidement possible. Le médecin, est-ce qu'il peut aider ou pas à la constitution du dossier? Vraiment participer de façon active à la constitution du dossier MDPH? Alors en fait, le dossier MDPH est composé d'une partie à remplir par les parents et une partie à remplir par le médecin qui est le certificat médical. Donc de toute façon, il se charge de faire le certificat médical, mais il peut bien entendu aider pour le reste, pour les parents qui seraient en difficulté et pour bien
les aider à comprendre le sens de ce dossier pour que le dossier soit le plus complet possible et que les demandes soient le plus adaptées possible à l'enfant. Oui, parce que enfin, on sait très bien, du coup, un dossier MDPH, lorsque justement un enfant va avoir une dyslexie, mais que les parents sont obligés de voir dans le dossier des questions qui se rapprocheraient plus, par exemple, d'un enfant limite polyhandicapé, c'est pas forcément facile en fait pour les parents de se dire mais pourquoi moi je suis obligé de remplir ce dossier-là. Puis bah, quoi qu'il en soit, il y a le mot handicap qui fait très peur. Qui fait très très peur. Donc c'est assez compliqué et là pour le coup les professionnels en tout cas se rendent normalement on va dire disponibles pour pouvoir répondre à toutes ces interrogations. Franchement, je vais dire alors pourquoi ça fait peur d'aller voir une pédopsie? Ah mais je sais pas en plus, j'ai pas l'impression de faire peur. Mais Parce qu'on peut se dire, parfois je tombe sur certaines familles qui vont être assez réticents dans le fait de dire ok, non, j'ai pas envie d'aller voir le pédopsie. Je veux bien aller voir, je veux bien faire tous les bilans du monde que vous voulez, mais par contre, j'ai pas envie d'aller voir le pédopsie. Oui, non, mais je pense que c'est le côté psychiatre qui fait peur dans le terme pédopsychiatrie. Mais en réalité, c'est pas plus grave si on va chez un pédopsychiatre. C'est-à-dire que c'est simplement une autre profession et ça permet d'avoir un autre regard, d'avoir quelqu'un aussi qui éventuellement un peu prend tout en considération et essaye d'orienter au mieux le petit ou la petite pour faire quelque chose de cohérent. Je pense que le souci, c'est que parfois dans le cabinet, on reçoit des parents qui ont eu un bilan orthophonique d'un côté, un bilan psychomote de l'autre, un bilan neuropsychologique, et finalement personne n'a fait la synthèse de tout ça pour essayer de mettre en place quelque chose de pertinent. Ça peut faire partie justement du rôle du pédopsychiatre. Et le pédopsychiatre a tout simplement une autre formation par rapport aux psychologues ou aux autres professions. C'est ni plus grave, ni moins grave, ni mieux, ni moins bien. C'est simplement une autre profession, véritablement. Il y a un regard différent sur des troubles que peut présenter un enfant. En fait, le pédopsychiatre n'est pas obligé de voir que des patients qui ont un souci psychiatrique. Alors, tout dépend de ce qu'on appelle psychiatrique, mais non, c'est-à-dire que j'ai beaucoup de parents qui viennent parce qu'ils se retrouvent un peu désarmés face à leur enfant, qui ne savent plus comment le gérer, mais dans ce cas-là, on est là aussi justement pour faire le tri entre, ce que je dis souvent, il faut faire le tri entre le normal et le pathologique. Si à un certain âge, par exemple, le petit a des rituels, doit poser ses chaussons comme ça pour pouvoir s'endormir ou a besoin de la porte ouverte, il n'y a rien de grave et tout va bien. Des parents un peu inquiets pourraient se dire mais non, il a un problème mon enfant. Le but c'est de dire voilà, vous avez des difficultés, c'est pas grave, c'est compliqué d'être parent, comment on peut faire pour que le quotidien soit plus facile. D'accord. Voilà. Ouais, c'est vraiment le côté apporter des conseils, encadrer, superviser une éventuelle prise en charge globale. Voilà, ça c'est ce que tu mets en avant. Et oui, et aussi, et peut-être surtout parce que c'est quand même le cœur de mon travail, poser un diagnostic face à des troubles. C'est-à-dire, quand des parents arrivent avec un enfant et qui sont inquiets pour leur enfant, le but c'est de dire, voilà, on va trouver ensemble ce qu'a votre enfant, ce qui se passe, et pourquoi il a ça, et qu'est-ce qu'on peut faire pour faire en sorte que ça aille mieux. Voilà. Parce que, alors, j'ai l'impression en tout cas, que les familles et tout qui vont avoir peur d'aller chez le pédopsychiatre, alors justement, soit c'est parce que c'est cette crainte du diagnostic qui va être posé. On fait les choses, mais finalement, on a du mal à aller jusqu'au bout parce qu'on n'a pas envie encore d'admettre que notre enfant présente ça, telle pathologie, tel trouble. Et puis, il y a encore une fois cette histoire du traitement médicamenteux. Oui, alors c'est vrai que les médicaments, c'est toujours une très grande question pour les parents parce que, et je le comprends très bien, je leur dis à chaque fois, c'est compliqué d'imaginer son enfant prendre déjà un traitement quand il est si petit. Alors il faut savoir qu'un traitement médicamenteux en pédopsychiatrie, en tout cas de mon côté, ça ne se prescrit pas en 3 minutes, genre j'ai vu un enfant, une consultation, tenez je vous donne des antidépresseurs ou de la Ritaline ou je ne sais encore quel autre médicament. Il faut être sûr que c'est adapté, être sûr que c'est nécessaire et qu'il n'y a pas d'autre option parce que c'est jamais très satisfaisant, j'allais dire, satisfaisant ça peut l'être, mais en tout cas, si on peut éviter de donner un médicament à un enfant, même à un adulte d'ailleurs, c'est toujours mieux. Maintenant, c'est vrai qu'il y a certains cas où
on est dans l'obligation de le faire. Et dans ce cas-là, il faut simplement le faire de façon intelligente, après avoir bien compris tous les tenants et aboutissants du dossier, et ne pas le faire en se disant que c'est un détail et qu'on s'en fiche, on fait une prescription. Je pense que tant que la prescription est réfléchie et qu'on a un professionnel en face de soi qui dit non, voilà, j'ai bien fait le tour de tout, je sais que c'est ça qu'il faut faire, il faut le faire. Typiquement, je reprends cet exemple parce qu'on est resté sur cet exemple depuis le début. Dans le cas du trouble déficit de l'attention, si c'est un vrai trouble déficit de l'attention, et j'insiste là-dessus, si vraiment on a tous les examens et toute la clinique qui montrent que c'est bien ça, le traitement est un traitement qui va vraiment être formidable pour l'enfant, et ne pas lui mettre serait aussi très maltraitant, sachant qu'une maladie doit se soigner. C'est ça, face à un vrai TDA ou un TDAH. Bon, moi je suis un peu pareil que toi, Johanna. C'est le traitement en fait va arriver c'est la dernière solution. En fait, c'est un peu la dernière solution. Un traitement sans derrière prise en charge en soi, je vois pas vraiment d'intérêt, parce qu'en gros le traitement va permettre à l'enfant de pouvoir être peut-être un tout petit peu plus réceptif pour pouvoir après derrière travailler, mais si on lui apprend pas comment travailler, comment mettre en place les bonnes stratégies pour pouvoir travailler de façon efficace, ça n'aura pas vraiment d'intérêt. Et face à de gros soucis qui nécessiteraient justement un traitement, vous aurez beau mettre en place tout plein de prises en charge, si l'enfant de toute façon, toutes les 5 minutes, il se met debout sur la table. C'est ça, il n'y a aucune chance de le rendre accessible à quoi que ce soit, bien sûr. C'est ça. Donc c'est à ce moment-là que se pose la question vraiment du traitement médicamenteux. Et pour prendre d'autres exemples, c'est le cas aussi par exemple dans des dépressions, tout simplement. C'est-à-dire quand on a un diagnostic réel de dépression, laisser un enfant qui va très mal, un enfant ou un adolescent d'ailleurs en l'occurrence, parce que c'est vrai que ça arrive aussi pas mal à l'adolescence, qui va mal et qui est dans un système de détresse avancé, lui dire non, on ne va pas te donner de médicaments, il va falloir qu'on trouve une autre solution, c'est aussi totalement banaliser le fait que sa détresse est présente au quotidien et qu'il faut l'aider. Et c'est vrai que les traitements, dans un premier temps, peuvent faire qu'il se sente mieux et que donc la psychothérapie soit aussi plus efficace, parce qu'il sera plus réceptif. Ouais. Question, alors, est-ce que... bon, après, on essaie de généraliser, hein, mais du coup, chaque personne est unique, mais c'est pas parce qu'un enfant va être mis sous traitement qu'il est obligé d'être sous traitement toute sa vie. Ah non, surtout pas, au contraire. Je veux dire, c'est le but de tout ça, alors, excepté certaines maladies qui, on sait, impliquent un traitement à vie. C'est le cas chez les enfants, c'est le cas chez les adultes. Voilà, on sait, même si c'est quand même plus rare dans un premier temps chez les enfants, parce que les enfants, contrairement aux adultes, ont une capacité d'évolution qui est supérieure forcément. Donc voilà, les enfants peuvent évoluer beaucoup plus qu'un adulte, et les diagnostics ne se font pas, de maladies chroniques en tout cas, sauf exception, ne se font pas forcément à l'enfance. Typiquement, un trouble bipolaire ne va pas se diagnostiquer dans la petite enfance, et alors qu'à l'âge adulte, ça impliquerait un traitement à vie. Mais au contraire, le but du traitement, si c'est possible en tout cas, c'est de faire en sorte qu'à un moment on l'arrête. Je veux dire, c'est pas satisfaisant de se dire bah non, ça y est, vous allez très bien, mais vous allez très bien avec un traitement. Voilà, le but c'est quand même au fur et à mesure de faire en sorte que le traitement aide dans une période précise et qu'après on puisse l'arrêter et faire en sorte que ça continue à aller bien. Alors ça c'est extrêmement important, parce que du coup moi en fait, comment en tout cas je perçois les choses, donc c'est plus un discours rassurant par rapport au traitement, même si on a bien compris que de toute façon on n'était pas non plus pro traitement, mais bon, parfois on n'a pas le choix, il faut y passer. Et surtout c'est la bonne, et c'est faire le bien, c'est ça que je veux dire. Voilà. Mais en tout cas, donc un traitement on peut s'arrêter. Et j'imagine aussi qu'on peut adapter le dosage. Évidemment, bien sûr. C'est pas parce que on commence avec tant de milligrammes qu'il faut qu'il reste comme ça pendant un mois, un trimestre. Non, on peut du coup redoser. Mais justement, alors après, pour toutes les questions peut-être spécifiques, alors soit Johanna, c'est toi qui vois. Soit en fait tu prends le temps et tout de répondre aux questions, ou sinon on continue, et à ce moment-là, promis, on répondra donc aux questions alors après la vidéo. Parce que justement concernant le traitement médicamenteux, j'imagine qu'il doit y avoir, en tout cas il pourrait y avoir pas mal de questions. Ouais, je comprends. Alors après, juste pour dire une chose par rapport aux questions et pour être un peu global, parce que c'est compliqué d'être dans le cas individuel, ce que je reproche, j'allais dire, au traitement,
actuellement, par exemple dans le TDAH, c'est je trouve qu'il est donné parfois un peu trop facilement. C'est-à-dire que après une consultation ou un bilan, mais sans avoir pris le temps d'avoir bien connu la famille, l'enfant, etc., certains praticiens, à mon sens, encore une fois, hein, je ne veux surtout pas globaliser, mais à mon sens, la prescription peut être un peu facile et on se retrouve face à des prescriptions qui, d'après moi, n'étaient pas d'authentiques TDAH. Et c'est là qu'il faut faire attention, mais comme tu le disais, si on estime qu'une prescription est nécessaire, c'est des traitements qui sont de bons traitements, typiquement le méthylphénidate, donc la Ritaline, Concerta, Quasim, etc. Et le traitement de prédilection du TDAH, et face à un vrai TDAH, ça va révolutionner la vie de l'enfant. Ça va vraiment lui permettre des choses qu'il ne pouvait pas faire avant. Donc, ce que je dirais, c'est que oui, c'est un bon traitement, par exemple, mais il faut savoir le prescrire que quand il est vraiment nécessaire. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on a un enfant turbulent qu'on va mettre ce type de traitement. Le TDAH, c'est des symptômes précis, un diagnostic à faire, des bilans à faire pour vérifier qu'il existe. Et dans ce cas, si c'est vraiment ça, le traitement a toute sa place. Ouais. Je partage à 100% ton avis, vraiment, à 100%. Alors, par rapport, alors, on continue encore un tout petit peu sur le traitement. J'ai beaucoup de familles en fait qui. Donc, l'enfant a été mis sous traitement, et puis les parents d'eux-mêmes ont du jour au lendemain arrêté le traitement. Alors, ça, c'est vraiment. C'est compliqué parce que. Et c'est valable. Alors j'allais dire pour le coup, là on va mettre le TDAH à part parce que la Ritaline, ou enfin le méthylphénidate, pour ne pas faire de pub à un labo, est prescrit les jours où les enfants en ont besoin. C'est-à-dire que typiquement pour un trouble de l'attention, si un enfant ne va pas travailler, par exemple le week-end ou pendant les vacances, en règle générale, il ne prend pas le traitement. Donc c'est un cas un peu particulier. Mais sinon on peut se retrouver dans des situations avec le Risperdal, les antidépresseurs ou d'autres choses, où on prescrit le traitement est efficace, et comme il est efficace, l'enfant va mieux, et les parents trouvent qu'il va mieux, donc ils se disent que le traitement n'est plus nécessaire, sauf qu'ils allaient mieux aussi grâce au traitement. Et là, on se retrouve dans un cercle vicieux qui est un peu compliqué, parce que, en règle générale, les médecins ne prescrivent pas pour prescrire. Le but est vraiment de faire en sorte que ce soit efficace. Donc, on peut donner que comme conseil de suivre la prescription, et si on n'est pas d'accord avec une prescription, à la limite demander l'avis de quelqu'un d'autre, mais ne pas arrêter un traitement comme ça alors qu'il a été mis en place. Au niveau, après on ne parle pas de tous les traitements, mais au niveau physiologique, il peut y avoir des dégâts. Alors déjà, bon, parce qu'il y a une question par rapport aux effets secondaires des traitements. On part du principe que de toute façon, n'importe quel traitement normalement va avoir des effets secondaires. On parlait justement pareil avant la vidéo là, donc trouble du sommeil, trouble d'appétit, par exemple pour certains des traitements. Est-ce qu'il peut y avoir donc d'autres effets déjà secondaires, ou est-ce qu'il peut y avoir du coup des effets négatifs suite à l'arrêt assez brutal d'un traitement? Oui, tout à fait. Ouais. Disons que, alors après c'est encore très compliqué parce qu'on parle d'énormément de médicaments différents, et en globalisant comme ça, c'est compliqué parce qu'on est... On ne peut pas généraliser, chaque médicament va avoir ses caractéristiques. Alors ça c'est une précision importante, hein. Tous les médicaments ont des effets secondaires, c'est-à-dire que le Doliprane que vous allez prendre, le paracétamol que vous allez prendre, va pouvoir éventuellement donner des effets secondaires. Je ne vais pas m'amuser à faire tout le listing des effets secondaires parce que là pour le coup malheureusement il y en a un paquet, mais c'est vrai que ce qu'on retrouve le plus dans le méthylphénidate, ça peut être justement ces troubles de l'appétit, un décalage de l'heure du sommeil, ce genre de choses. Pour des médicaments antidépresseurs, il peut y avoir oui aussi des petits effets secondaires. Alors sachant qu'encore une fois, en pédopsychiatrie, les doses ne sont absolument pas les mêmes que chez l'adulte. Donc on est sur des toutes petites doses. Les enfants n'ont pas le droit de prendre énormément d'antidépresseurs, par exemple. Il n'y en a que quelques-uns qui ont l'autorisation de mise sur le marché, l'AMM, pour les enfants. Mais les traitements qu'on peut donner aux enfants sont finalement assez limités et bien encadrés. Voilà, là-dessus, il ne faut pas avoir d'inquiétude. On ne peut pas prescrire n'importe quoi aux enfants non plus. Généralement, c'est à partir de quel âge on peut prescrire des médicaments? Ça peut être très tôt. Ça peut être très tôt. Ça peut être, alors évidemment, pas chez les tout petits bébés, évidemment. Mais un petit de 4 ans, par exemple, pourrait être mis sous...
Alors ça dépend quel enfants. traitement. Oui. Typiquement, le méthylphénidate, logiquement, il n'a pas l'AMM pour les enfants de 4 ans. Voilà. Mais oui, il y a certains médicaments qu'on peut donner, par exemple, dans des graves troubles du comportement, avec des enfants qui peuvent être violents, se faire du mal à eux-mêmes ou aux autres. Et on peut bien évidemment pas laisser cette situation comme ça, rien que pour sa propre sécurité. On est obligé effectivement de parfois mettre des traitements qui sont des traitements qui permettent de s'apaiser et qui peuvent avoir comme effet secondaire forcément d'endormir un petit peu l'enfant. C'est là qu'il faut bien faire attention aux doses et faire en sorte d'être toujours à ce qu'on appelle la dose minimale efficace, c'est-à-dire une dose où on minimise au maximum les effets secondaires pour l'effet le plus optimal possible. Voilà. Ne pas mettre une dose forte en se disant c'est super, je vais avoir un très gros effet, mais alors plein d'effets secondaires aussi. Mettre une dose où tout le monde sera content, c'est-à-dire les effets secondaires seront minimes et par contre l'efficacité sera présente. Ça c'est bien parce que justement pareil, enfin, merci de préciser parce que forcément, et je comprends tout à fait, je pense que c'est pareil pour toi, il y a des parents qui doivent se dire ouais, on va surcharger de médicaments juste pour être bien sûr qu'ils soient bien calmes, mais comme tu dis, après les effets secondaires, bah, ça fait peur. Et en tant que parent, on n'a pas envie de voir notre enfant qui se transforme en momie du jour au Bien sûr, lendemain, complètement. parce que même s'il était ingérable, intenable la veille, enfin la veille, en tout cas avant le traitement, celui qu'on a en face de nous avec le traitement ne ressemble pas à notre enfant. Donc il y a Oui, ce côté bien sûr. vraiment, en fait, on ne retrouve pas notre enfant, même si là, enfin, il est calme, c'est pas notre enfant. Oui, c'est perturbant. C'est extrêmement perturbant. Et c'est pour ça que je parlais de dose minimale Oui, efficace. voilà. Le but n'est pas d'endormir l'enfant, hein. Le but n'est pas de faire d'un enfant un robot qui va faire exactement ce qu'on lui dit et qui ne sera plus du tout turbulent. Ça serait beau, enfin voilà, très sincèrement, quand un enfant arrive dans mon cabinet et qu'on me dit non, tout va bien, il dit jamais rien, il bouge pas, il n'y a aucune effraction de quelque sorte que ce soit du cadre, je vais me dire, dis donc, il est un peu trop sage cet enfant, et c'est ça qui va limite être inquiétant parce que les enfants ne sont pas des robots et le but n'est pas de les transformer en loukoum. Voilà. Il y a pas mal de commentaires sur tout ce qu'il peut y avoir comme solution un peu plus naturelle, on va dire. Oui. Je sais pas si toi, dans ta pratique, tu as amené ou pas à échanger avec alors, soit d'autres professions du paramédical ou alors c'est les patients eux-mêmes en fait qui te font des retours de bah voilà, j'ai mis en place je sais pas moi, telle vitamine, Oméga 3, oméga 3, ouais. Voilà. Alors, il y a énormément de choses qui circulent sur Internet, entre autres. Okay. Et j'allais dire, et beaucoup d'articles aussi, hein, il faut savoir, c'est pas que des trucs aberrants ou tombés du panier. Mais c'est pas ma spécialité. Maintenant, je m'appuie beaucoup sur les expériences des parents qui me disent ça a bien marché, c'est très efficace, etc. Pourquoi je rentre pas trop dans ce débat-là? Parce que j'allais dire, si on est face à un authentique trouble déficit de l'attention, je pense qu'il faut pas commencer à se dire je vais essayer des trucs homéopathiques alors qu'on sait que quelque chose pourrait vraiment améliorer son état rapidement. Par contre, sur des petits troubles, effectivement, je pense que essayer des voies naturelles est une excellente chose. Et là, je ne vais pas m'amuser à en citer parce que là aussi, il y a énormément d'écoles différentes. Les oméga 3 en font partie. Mais ça, j'ai envie de dire, finalement, c'est propre à tout le monde. Oui, totalement. De toute façon, et c'est propre bien à plein manger, de... avoir une bonne hygiène de vie, ça. De toute façon, c'est pour tout le monde. Hein. Voilà, après, c'est vrai qu'on donne des traitements homéopathiques spécifiques de certaines pathologies. Il y en a vraiment beaucoup. Moi, très sincèrement, tant que ça ne peut pas faire de mal, pourquoi pas? Je suppose qu'il y a des enfants qui seront très réceptifs, des familles qui trouveront que c'est très efficace. Voilà, l'essentiel, je pense, dans tout ça, est de faire en sorte que l'enfant aille mieux et ne pas se dire que, bon, bah voilà, j'ai essayé ça va marcher. Et toujours demander l'avis d'un professionnel, parce que parfois, en lisant sur Internet, ce qui peut être très très dangereux parfois, entre parenthèses, le but n'est pas de faire soi-même un diagnostic. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de diagnostics, peut-être pas particulièrement en pédopsychiatrie, mais en tout cas en pédopsychiatrie, qui peuvent se ressembler. C'est-à-dire qu'il va y avoir des signes, on va croire que c'est ça, et finalement, c'est pas ça. Je vais prendre un exemple qui est tout bête, mais parfois, j'ai des familles qui arrivent, on me dit, mais il a un trouble de l'attention, c'est sûr, il n'arrive pas à se concentrer plus d'1 heure en classe. Et parfois, quand on creuse un petit peu,
se rend compte que c'est un enfant qui a des difficultés graphiques, par exemple, c'est-à-dire qu'il a du mal à écrire, où l'écriture lui demande énormément de concentration, c'est-à-dire ce qu'un enfant normal ferait, qui ne présente pas ce trouble, en tout cas parce que j'aime pas trop le terme normal, ferait en 2 minutes, ça va lui prendre un effort et une concentration qui est colossale et qui va être hyper fatigante. Et dans ce cas, évidemment, l'enfant, au bout d'1 heure, il n'en peut plus. Il s'est trop concentré, il est mort de fatigue, et donc oui, il va être déconcentré. Mais ce ne sera pas à cause d'un trouble de l'attention, ça sera à cause d'un trouble, je ne sais pas moi, de la lecture, de l'écriture, un trouble ophtalmo, une surdité, pourquoi pas, qui fait qu'il est obligé de déplacer des montagnes pour faire un truc qui ne devrait pas lui demander autant d'efforts. Et donc, on peut prendre ça pour un trouble de l'attention et passer à côté de quelque chose de totalement différent et qui nécessite une autre prise en charge. Merci à toi pour ça, parce que c'est exactement ça, c'est hallucinant le nombre de parents qu'on peut être amené à avoir et qui viennent avec une plainte portée autour des capacités attentionnelles, alors que finalement, non, sur le plan attentionnel, tout va très bien, c'est autre chose qui pose problème et qui l'empêche forcément de pouvoir être pleinement investi dans la tâche à exécuter. Mais c'est pas purement intentionnel, c'est autre chose qui pose problème. Voilà, et qui finit par jouer sur la concentration, Oui. on va dire même. Oui. Mais voilà. Il décroche. C'est ça, parce qu'on peut pas, quand on est épuisé et qu'on a l'impression surtout de faire des efforts qui servent à rien, et ça c'est aussi très important chez l'enfant, c'est-à-dire que passer à côté d'un trouble en faisant soi-même son propre diagnostic par exemple, ça peut mettre l'enfant dans un système où il essaye de compenser le trouble en faisant beaucoup d'efforts, et à la fin il se retrouve dans le rejet du scolaire par exemple, parce que il se dit attends, je me donne un mal de chien et les résultats sont pas là, ou alors je comprends rien, autant que je fasse pas d'efforts, j'aurai plus de temps libre. Donc, c'est pour ça qu'après du coup on retrouve des enfants qui ont totalement, ou en tout cas en partie perdu confiance en eux-mêmes, sont dégoûtés de l'école, refusent d'échanger avec leurs parents. Ça aussi, beaucoup, il faut retravailler dans le fait de pouvoir communiquer avec leurs parents, parce que de toute façon les parents, en tout cas au début, pour certains d'entre eux, ne les comprennent pas. Parce qu'eux, ils se disent mais non, mais pourquoi tu travailles pas? Allez, on va te rajouter du soutien scolaire, on va passer 2 heures à faire les devoirs. On va te prendre un prof particulier pour travailler les maths et l'histoire, alors qu'en fait non, le contenu il est tout à fait capable de le comprendre. C'est ça. C'est juste que il va avoir, donc là tu parlais de l'écriture par exemple, c'est vrai que c'est ce qui revient quand même pas mal oui, je trouve le aussi. plus souvent. Mais c'est ça qui pose problème, donc c'est pour ça que finalement en fait il a même pas envie de s'investir trop d'efforts dans le scolaire. Et d'ailleurs, alors je suis pas du tout pour la culpabilité parentale. C'est-à-dire que je pense que les parents doivent vraiment... c'est pas parce qu'on est parent qu'on devient parfait. Et c'est vrai qu'il faut ne pas s'en vouloir à chaque fois qu'il se passe quelque chose. L'essentiel, c'est vraiment qu'il y ait beaucoup de bienveillance et qu'on essaye de comprendre ce qui se passe. Mais parfois, les parents, en voulant bien faire, c'est-à-dire en voulant motiver son enfant, en pensant qu'il ne fait pas d'efforts et que il est... c'est juste un manque de motivation, on peut passer à côté de quelque chose. Alors attention, parce que le contraire n'est pas forcément vrai, il ne faut pas que vos enfants vous disent non, mais c'est parce que j'ai un trouble des apprentissages, parce que fort heureusement, c'est pas dans la majorité des cas. Voilà. C'est vrai. Est-ce qu'un pédopsie, on va quand même pas poser les questions qui fâchent, Nima, est-ce qu'un pédopsie peut faire passer des tests? Alors, il y a... non, j'allais dire, dans la majorité des cas, non. Enfin, ce qu'on appelle des bilans, c'est-à-dire le bilan psychologique, ce qu'on appelle les bilans projectifs, ce qui va permettre aux pédopsies, par exemple, qui les a demandé de mieux comprendre le fonctionnement de l'enfant, l'origine de l'anxiété ou de la tristesse, ou alors des tests, des bilans neuropsychologiques, comme fait Gabriel. J'ai perdu le fil de ma pensée, je vais y arriver. Je vais essayer de le retrouver aussi. Ouais. Donc en fait, il ne peut pas faire passer des bilans. Voilà, c'est ça, les bilans. Est-ce qu'il peut les faire passer? Non, a priori, ce n'est pas les médecins qui font passer le bilan, mais il y a des exceptions. C'est-à-dire que j'ai des confrères qui ont passé l'examen qui leur permet de faire passer les bilans, mais c'est vraiment des exceptions. En règle générale, le pédopsychiatre, j'allais dire comme le médecin généraliste se dit tiens, je le trouve fatigué, je vais lui prescrire une prise de sang pour voir ce qu'il y a derrière, et le pédopsychiatre va prescrire aussi un bilan pour en savoir plus et là aussi pouvoir poser un diagnostic plus précis. D'accord.
Des questionnaires, alors peut-être. Non, il y a des pédopsies qui Oui, s'appuient sur des tout à fait. questionnaires, en fait, c'est ça, peut-être. Ouais. Exactement. C'est-à-dire qu'il y a des questionnaires voilà, qui sont connus, hein, où Oui, on pose des questions un peu systématisées aux sur le parents. comportement de l'enfant, sur Exactement. comment. Alors après, il y a plusieurs écoles là encore, hein. C'est-à-dire que moi, je ne m'appuie pas tellement sur ce genre de questionnaire, sauf exception, D'accord. mais je fais ce qu'on appelle une anamnèse, c'est-à-dire je demande aux parents plein de détails sur leur vie, le comportement de l'enfant dans telle ou telle situation, à l'école, chez lui, avec des gens qu'il connaît, des gens qu'il ne connaît pas, etc., pour avoir le maximum d'informations possibles. Mais on peut s'appuyer aussi sur des tests et des échelles, là pour le coup Oui. aussi, qui existent, qui sont des choses très, très systématisées et qui peuvent être là aussi, en l'occurrence, très intéressantes et que j'utilise parfois aussi, voilà, comme plein d'autres de mes confrères. Alors, du coup, peut-être on va répondre à une des questions aussi. Diagnostic TSA. Est-ce que Pédopsie peut poser un diagnostic TSA? Oui, alors en règle générale d'ailleurs, c'est lui qui finit par poser le diagnostic. Ok, C'est-à-dire voilà. que, voilà. Alors soit il y a plusieurs choses qui peuvent se passer. Un patient ou des parents, on va prendre l'exemple des enfants, des parents trouvent que leur enfant présente des éléments qui les inquiètent, ou l'école a dit, ça aussi c'est pas toujours le plus malin, mais certaines écoles disent je trouve qu'il a des traits autistiques, donc là on a des parents en panique qui arrivent, même si ça part d'une très bonne intention bien évidemment, et dans ce cas-là soit les parents s'adressent à un psychologue qui fait des bilans de troubles du spectre autistique, et dans ce cas-là après le psychologue adresse chez un pédopsychiatre qui doit valider ou pas le diagnostic, soit on est face à un comportement qui inquiète les parents, l'entourage, etc. Et dans ce cas-là, ils prennent rendez-vous chez un pédopsychiatre qui dit « Tiens, je suspecte un trouble du spectre autistique, je demande un bilan complémentaire ou pas. » C'est-à-dire que si c'est évident, parfois on ne s'appuie pas forcément sur un bilan systématisé, mais sinon on demande un bilan là aussi complémentaire pour argumenter un petit peu le diagnostic et décider de ce qu'on fait. Typiquement dans le cas des TSA, il y a des choses, des troubles du spectre autistique, il y a des choses aussi qui vont être prescrites par le pédopsychiatre comme un audiogramme. Pourquoi? Parce qu'on va vérifier que l'enfant entend bien. C'est quoi le raisonnement? C'est de se dire, tiens, on trouve qu'il ne réagit pas, qu'il ne répond pas aux questions, peut-être que c'est tout simplement qu'il n'entend pas bien, et donc on va aller faire avant tout un audiogramme pour vérifier déjà avant tout son audition. Voilà, ça peut être des choses de ce genre. C'est ça qui est extrêmement important. Et là, c'est pour ça que vraiment pour moi, il y a le côté. Il y a le pédopsychiatre, il y a le médecin pédopsychiatre d'un côté, il y a les professionnels du paramédical de l'autre, mais bon, on travaille tous quand même ensemble autour du patient. Et forcément, en fait, on est quand même complémentaires par rapport à la solution apportée au patient. Je vais reprendre la question de Cindy, mais je pense que du coup, c'est exactement ça. C'est qu'en gros, le pédopsychiatre finalement s'appuie sur les bilans qui ont été faits par les autres professionnels pour poser un diagnostic. Tout à fait. Alors après, c'est vrai que ça dépend des situations. Parfois, il n'y a pas besoin de bilan dans certains cas et le pédopsychiatre pose un diagnostic sans bilan. Mais quand c'est nécessaire et qu'il a besoin d'argumenter, se donner des éléments en plus et vérifier certaines choses, typiquement dans les cas de troubles des apprentissages, un bilan neuropsychologique va être très important pour voir les zones où l'enfant est en difficulté, pas en difficulté, et là encore, comme tu disais tout à l'heure, hiérarchiser les prises en charge qui vont être nécessaires en fonction des résultats du bilan. C'est-à-dire que si on orienté vers un orthophoniste, un psychomote ou une remédiation cognitive, voilà, un bilan, ça va forcément nous aider à faire le tri, même si on a déjà des éléments cliniques qui nous permettent d'aller plus dans une direction. En gros, le pédopsychiatre, il voit des symptômes, il se dit, tiens, voilà, il y a ça, donc il est pertinent de faire ce bilan-là. Si on a besoin de plus d'arguments, on demande le bilan et on prend une décision. Typiquement, on a un enfant qui est plutôt triste, on a envie d'avoir des éléments sur cette tristesse après quelques entretiens, on va demander un bilan avec des tests projectifs, par exemple, pour avoir des éléments sur sa tristesse, son anxiété. Par contre, si on a des troubles des apprentissages ou un enfant qui a des difficultés au niveau scolaire, qu'on le constate, qu'on voit des petites choses qui nous font penser à certains diagnostics, on va les orienter pour un bilan neuropsychologique. Et ce bilan neuropsychologique va nous dire, effectivement, il y a ça comme domaine où il est en difficulté. Et grâce à ça, on va pouvoir après réadresser
vers d'autres professionnels, ou alors le pédopsychiatre continue le suivi parce que c'est quelque chose qui peut être pris en charge par le pédopsychiatre. Un test projectif, c'est auprès d'un psychologue clinicien, Exactement. d'un psychologue, c'est avec les taches d'encre. Voilà, alors c'est vrai que pour caricaturer, c'est ce que je dis aux parents aussi, je dis, vous voyez, c'est un peu les taches d'encre. En fait, pour les enfants, c'est différent. C'est-à-dire que ça va être des petites histoires, c'est des choses très accessibles pour essayer de mieux comprendre leur mécanisme de fonctionnement. Ça, pour le coup, c'est pas mal. Là, déjà, on a apporté, je pense, pas mal d'informations. Moi, clairement, du coup, j'ai pas du tout peur d'aller voir un pédopsychiatre. S'il y a besoin, voilà. Si, une petite chose peut-être qui est importante, parce que souvent les patients arrivent, les parents et les enfants arrivent en disant c'est la première fois, il y a un truc un peu formel, ils arrivent, ils disent je sais pas comment ça se passe. Et souvent aussi, avant le rendez-vous, ils me disent mais est-ce qu'on vient avec l'enfant, pas avec l'enfant, etc. Et alors là aussi, il y a plein de façons de faire différentes. Je peux vous dire que la mienne façon de faire, c'est au premier rendez-vous, je demande à ce que les deux parents soient là avec l'enfant. C'est très important que l'enfant soit là pour qu'il comprenne pourquoi on veut qu'il vienne voir un pédopsychiatre. C'est-à-dire qu'on ne le débarque pas dans le bureau de quelqu'un qu'il ne connaît pas et où il se retrouve, le pauvre, tout penaud et assez impressionné. Donc le but, ça va être que les parents soient là pour expliquer, voilà, il n'y a rien de grave, ou alors on est très inquiet, mais il se passe ci, ça, donc on voulait avoir votre avis, qu'est-ce qui peut se passer, etc., etc. Comme ça, l'enfant voit que tout se passe bien, que je ne vais pas le manger, que je ne suis pas un médecin qui fait des piqûres, et on peut parler un peu au calme. Ensuite, je fixe 2 rendez-vous en tête-à-tête avec l'enfant, 2 ou 3 selon les cas, où on fait connaissance, où évidemment je ne l'assis pas sur une chaise dans le blanc des yeux, on joue au Lego, au Capla, au Playmobil, c'est très sympa comme journée. Et grâce à ça, ça permet à l'enfant de faire diversion, j'allais dire en jouant, et on peut parler plus facilement, c'est moins impressionnant pour lui. Donc en gros, ces entretiens en tête-à-tête servent à faire une évaluation où je recherche des éléments cliniques qui s'appuient aussi sur tout ce qu'ont pu me dire les parents au tout premier rendez-vous. Et je fais un dernier rendez-vous, en tout cas, dans le cadre de cette évaluation, un rendez-vous avec les parents à la fin pour leur dire, voilà, j'ai constaté ci, ça, ça, on va faire ci, ça, ça. Et évidemment, et je le précise, le médecin est tenu au secret professionnel pour les enfants aussi. Donc le but de ce dernier entretien n'est pas de dire alors voilà, il m'a dit ça, 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 il a dit ça sur vous, il a dit ça sur vous. Le but est vraiment de faire en sorte que l'enfant soit en confiance, voit qu'il peut tout me dire. Et ça passe aussi par le fait qu'il sache que rien ne sortira du bureau, même auprès de ses parents, sauf danger, évidemment. C'est extrêmement important. C'est extrêmement important parce que de toute façon, après effectivement ça dépend de l'âge du patient, mais ça peut arriver qu'on n'ait pas envie en fait de parler de nos problèmes à nos parents. Donc c'est génial de pouvoir compter sur une tierce personne avec qui du coup donc on a appris à faire confiance. Et là où en fait en gros on peut tout déballer si on a envie de tout déballer, on peut dire ce qu'on a envie, même si c'est par exemple parfois petit à petit. À ce moment-là en tant que praticien, je pense que voilà tu le vois tout de suite. Tu sais que là en gros il t'a dit allez, peut-être 10% de ce qu'il avait vraiment à dire. Et c'est pas grave, la semaine suivante il te dira du coup ce qui reste, en tout cas petit à petit. C'est ça. Surtout dans le cadre par exemple de parents séparés ou de choses comme ça, où au premier entretien on peut se retrouver dans une situation où l'entretien est un peu tendu pour le moins, ou alors pas tendu du tout parce que fort heureusement ça arrive. Mais voilà, l'enfant se retrouve parfois un peu dans une situation compliquée, dans une séparation d'autres choses, parce que ça aussi ça arrive régulièrement en entretien. Et que l'enfant sache qu'il y a un lieu neutre où on ne va pas le juger. Quoi qu'il arrive, de toute façon, c'est pas fait pour juger, ni les parents, ni les enfants. Et ça me paraît très important. Parce que parfois, il y a des parents qui ont peur qu'on leur dise, en gros, vous êtes des mauvais parents, qu'est-ce que vous avez fichu, c'est pas possible, vous auriez dû soit venir avant, soit alors il va falloir tout changer. Et c'est pour ça que je disais que je suis pas du tout pour la culpabilité parentale, que ça sert à rien. Et le but est de faire en sorte qu'on aille dans le bon sens et pas de se dire, tiens, on aurait dû faire ça ou ça ou ça. C'est vrai que ça, malheureusement, ça arrive encore tellement souvent. Oui, ça, malheureusement, ça arrive vraiment très très souvent. En fait, on dit que tout est de la faute des parents. Voilà, ça arrive malheureusement. Alors, on ne va pas généraliser, c'est pas la majorité, mais c'est vrai que, de dire aux parents, mais qu'est-ce que c'est que ce bazar à la maison, voilà, forcément, comment voulez-vous qu'il aille bien, c'est pas très contributif. Mais encore, je le précise, c'est pas la majorité, n'ayez pas peur. Les pédopsychiatres ne sont pas là ni pour juger, justement, ni pour dire c'est bien, c'est pas bien.
Le but de tout ça, c'est de faire en sorte vraiment que tout aille dans le bon sens, justement en se disant les choses et en posant les choses, pas en tapant sur qui que ce soit. Ah, bien sûr, bien sûr. Ah, moi, c'était vraiment toute profession confondue. Ah oui, Moi, oui, t'as totalement, vraiment je de suis tout. entièrement d'accord. T'as des psys, t'as des neuropsys, enfin, t'as de tout. Ils Ah vont oui, se dire, oui, ouais, non, mais tout c'est les à fait. parents. Les fréquences de rendez-vous, ça, finalement, en fait, c'est toi Ouais. qui vois avec le besoin et puis avec la réceptivité du patient. Exactement. Et puis C'est ça. aussi, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, par rapport au nombre de prises en charge qu'il y a. Oui. C'est-à-dire que si on a un enfant qui a déjà de la remédiation cognitive, de l'orthophonie, de la psychomote, à un moment, je veux dire, il faut rester bienveillant vis-à-vis de cet enfant et le mettre tous les jours chez un thérapeute n'est pas pertinent. Et c'est là que la hiérarchie des prises en charge intervient. C'est-à-dire, est-ce que l'urgence, c'est une rééducation orthophonique, psychomote ou une remédiation, ou alors qu'il ait son lieu chez le pédopsychiatre pour travailler sur l'estime de soi, le narcissisme, la relation aux autres, la communication. Et dans ce cas-là, voilà, on hiérarchise et on établit la fréquence des rendez-vous fonction de ça aussi. D'accord, ça c'est super. Oui, parce que ça ne veut pas dire que parce qu'on a rendez-vous chez le pédopsychiatre, qu'il va falloir qu'on revienne toutes les semaines. Ça dépend vraiment en fait, de chaque personne. C'est pas une obligation du tout, fort heureusement. Il y a des enfants que je vois chaque semaine. Bon, en règle générale, les prises en charge des enfants sont quand même plus courtes que celles des adultes. Hein. On imagine toujours, vous savez, la caricature de ça fait 10 ans que je suis en thérapie. J'adore mon psychiatre, mais bon, ou pas d'ailleurs. Mais avec les enfants, c'est vrai qu'en règle générale, les prises en charge sont plus courtes parce que, contrairement à nous, ils ont une capacité d'adaptation et d'évolution qui est beaucoup plus rapide. Voilà. Évidemment, je le précise, selon les pathologies, oui, bien évidemment. Bien sûr, voilà. bien sûr. Tu as des retours souvent de praticiens qui vont te dire, bah, justement, je tenais à vous tenir informé par rapport au suivi, oui, par rapport... Ouais, oui. Okay, ils le font. Et puis surtout, je demande, alors soit, si je connais bien le praticien, c'est beaucoup plus facile parce que je peux demander des retours forcément, mais sinon, je demande aussi aux parents de me tenir au courant. Pourquoi ? Parce que comme on le disait tout à l'heure, j'essaye de faire en sorte que les parents aient un point de repère. C'est-à-dire que si par hasard ça n'allait plus avec l'orthophonie ou avec le psychomote, qu'ils sachent qu'ils peuvent se tourner vers moi pour dire bon bah voilà, on a fait ci, on a fait ça, mais là ça recommence, ou alors ça se passe pas bien, on a besoin d'un regard extérieur pour justement chapeauter tout ça et dire bon bah dans ce cas on va reposer les choses, comment ça a évolué et faire le point pour voir voilà, le but n'est pas de trouver une solution immédiate et dire bon bah ça y est, j'ai trouvé une solution qui est cohérente avec le moment donné. C'est aussi de voir sur les années comment ça va évoluer. Typiquement, je prends l'exemple d'un enfant que j'ai vu il n'y a pas longtemps qui avait des troubles des apprentissages. Ce qui était l'urgence, c'était vraiment une rééducation orthophonique en l'occurrence. Et un peu plus tard est arrivé le fait qu'il avait besoin d'aménagement pour le brevet des collèges parce qu'il a grandi. Et donc là, les parents sont revenus me voir. Bon, je les avais vus quand même à fréquence régulière, une fois tous les 6 mois pour faire le point. Mais là, ils avaient besoin, en l'occurrence, du certificat médical et je les ai soutenus justement dans la mise en place des aménagements. C'est un exemple. Mais c'est vrai que donc on peut avoir un suivi. Alors, imaginons, sinon ce soir j'ai plein de questions. Non, c'est vrai que je pose pas trop de questions. Si on n'a pas les moyens d'avoir une pédopsychiatre en libéral, où est-ce qu'on peut trouver une pédopsie ? Alors, il y en a... oui, parce que c'est vrai que c'est une question. Alors, les pédopsies, c'est vrai que tout le monde ne peut pas forcément y aller. Bon, alors après, certains pédopsychiatres en libéral, j'allais dire, reçoivent des patients qui n'ont pas les moyens et adaptent aussi leur montant de consultation. Possible, voilà, déjà. Et autre chose, sinon, il y a des centres de consultation. Alors, certains disent que c'est gratuit, mais moi, je préfère dire que il n'y a pas d'avancée de frais, parce que c'est la sécurité sociale qui paye, finalement. Mais c'est, voilà, tout ce qui est centres médico-psychologiques, les CMP, qui sont des CMP enfants, parce qu'il y a des CMP enfants et adultes. Et dans ces cas-là, alors il y a les CMP, je vais prendre cet exemple-là parce que c'est le plus connu. Il y a aussi le CMPP, qui en fait ne dépend pas du public, mais dans un milieu associatif, mais qui présente aussi les mêmes caractéristiques, c'est-à-dire que c'est des centres où il y a toutes les sortes de professions. C'est-à-dire qu'il va y avoir des pédopsychiatres, des psychologues, des orthophonistes, des psychomotriciens. Voilà, il y a énormément de corps de métiers différents. C'est d'ailleurs certaines fois
très important que les enfants qui présentent des pathologies lourdes soient dans ce type de structure parce que ça permet une prise en charge globale et des gens qui échangent en permanence ensemble. Et c'est vrai que dans certains cas, c'est très important. Même si, attention, hein, moi j'ai des orthophonistes et des neuropsychologues ou des psychomotes tous les jours au téléphone. J'ai même beaucoup d'écoles au téléphone. J'aime bien travailler en réseau, mais c'est vrai qu'au CMP, tout le monde est sur place. Bon, il faut savoir que les places sont compliquées à avoir, il y a énormément de demandes, mais voilà, là-bas, vous pouvez avoir tous les corps de métiers différents et voilà, ça permet de savoir où s'adresser si on n'a pas les moyens. Il faut savoir que de payer, d'avancer les frais ou si on n'a pas de mutuelle ou une mauvaise mutuelle, ça permet d'avoir un rendez-vous et une prise en charge qui est prise en charge par la Sécu directement. Et où il n'y a pas d'avance de frais. J'allais dire autre chose. Ouais, non, mais ça va revenir, c'est pas très grave, sinon ça reviendra. Je peux meubler le temps. Non, ça va, c'est gentil, ça va aller. Donc, le centre médico-psychologique, il y a aussi d'autres centres, mais là c'est des centres qui sont payants, où il y a plein de corps de métiers différents, pas forcément des pédopsychiatres, c'est des cabinets où il y a énormément de professionnels différents, et là il n'y a pas d'avance de frais, c'est-à-dire que soit on est face à quelqu'un qui adapte ses tarifs, soit non. Mais si on ne veut pas d'avance de frais, le CMP, c'est ça que j'allais dire. Il y a un CMP par secteur, c'est ça sur quoi il faut vous renseigner, c'est-à-dire que en gros, il y a le CMP enfant va dépendre de votre adresse. On ne peut pas s'adresser à n'importe quel CMP. Il faut que vous regardiez le CMP qui dépend de votre ville. En général, en pédopsychiatrie, ça regroupe plusieurs villes. Donc voilà, il faut se renseigner, que vous ne preniez pas rendez-vous dans un CMP qui ne dépend pas de votre adresse, parce que là, ils vont vous dire, après X mois d'attente, ben non, vous ne faites pas de partie de notre secteur, c'est ce CMP dont vous dépendez. Voilà. Quoi qu'il en soit, ça reste quand même toujours, mais ça, de toute façon, on est d'accord, hein, le parcours du combattant pour certains parents qui n'ont pas en fait toutes ces informations-là, et on leur dit simplement, en fait, la plupart du temps, ça part d'un enseignant qui va dire quelque chose de bizarre chez votre enfant, et hop, aller trouver le bon professionnel, les médecins. Alors ça, pareil, finalement, déjà simplement, c'est entièrement remboursé la consultation libérale? Pas forcément. Pas forcément. Fait, selon la mutuelle qu'on a, c'est-à-dire qu'il y a la part de sécu, elle est toujours prise en charge. Voilà. Pour peu qu'on soit évidemment affilié à la sécu. Donc voilà, la part de sécu est remboursée. Et après, fonction de votre mutuelle et de ce qu'elle rembourse, ça peut aller du remboursement complet à une partie de la consultation. D'ailleurs, certains médecins, voilà, parfois je demande aux patients combien votre mutuelle vous rembourse et on peut s'aligner au remboursement mutuel pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de dépassement. Ça arrange par rapport non, par rapport à la formation des médecins. Ouais. C'est vrai que pour le coup, bon, ça c'est ce qui revient. Alors je sais pas en fait, est-ce que c'est il y a des patients qui vont voir le médecin met en place une certaine prise en charge, mais finalement il n'est pas vraiment formé face à la pathologie, ou alors c'est non, mais la plupart du temps en fait finalement c'est ça la formation, parce que sinon je connais pas trop de médecins qui va prendre de tout mais n'est pas réellement formé. Alors logiquement il y a une formation de base, après il y a certains pédopsychiatres qui vraiment se spécialisent dans une pathologie. D'accord. Je connais un pédopsychiatre par exemple qui est vraiment spécialisé dans l'énurésie, c'est-à-dire le fait que les enfants fassent encore pipi longtemps après l'âge où ils ne devraient plus le faire, d'autres qui sont spécialisés dans les troubles du spectre autistique, d'autres dans le trouble déficit de l'attention, et il y a des pédopsychiatres qui n'ont pas de spécialité, mais qui en toute logique sont formés. Après, si on tombe sur des médecins qui ne connaissent pas du tout la pathologie pour laquelle vous venez, je pense qu'ils auront l'intelligence, j'allais dire, de vous le dire pour pas vous orienter vers des choses aberrantes. Très sincèrement, je pense que c'est quand même une décision lourde et qu'on ne peut pas dire oui, vous inquiétez pas, je vais gérer alors qu'on est incapable de le faire. Non. Les pédopsychiatres sont formés, on fait des stages en pédopsychiatrie, on fait pour certains des spécialisations dans certains domaines, on part du principe que c'est des professionnels et qui doivent être formés. Après, est-ce qu'il y en a qui sont plus spécialisés sur certaines maladies que d'autres? Oui, ça c'est une certitude. Voilà.
Là, pour le coup, alors moi, du coup, moi, ce que je retiens, communication. Donc finalement, beaucoup de choses passent par la communication. L'échange avec les parents. Les parents font évidemment partie, moi, pour moi, on parle de pluridisciplinarité. Ouais. Les parents font partie Ah, mais oui, de cette pluridisciplinarité. bien sûr. Bon, vous avez compris. Oui, là. Voilà, quelque chose. Il faut qu'ils participent en tout cas. Voilà, c'est ça, exactement. On voit avec eux donc aussi est-ce que ça répond ou pas finalement aux réels besoins du quotidien du patient, peu importe donc le profil du patient. Et ouais, oui, il y a des bons et des mauvais pédopsies, comme dans n'importe quelle Oui, profession. c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Comme dans n'importe quelle profession. Mais si c'est vrai que bon, là pour le coup, et là avec tes explications, du coup on s'est vraiment bien rendu compte à quel point il y avait vraiment une responsabilité et il y avait Oui, quand même c'est ça. vraiment des enjeux derrière pour une consultation et un suivi pédopsie. Pourquoi? Parce que derrière, il y a un diagnostic qui peut être posé, il y a C'est traitement ça, et qui est médicamenteux, engageant pour la bien suite, sûr, bien sûr. bien sûr. Alors, je vais juste dire une chose parce que je vois bon ou mauvais. Je pense que c'est pas tellement ça la question. Je pense que certains seront vus comme mauvais par certains parents, alors que d'autres parents vont les trouver exceptionnels. Mais tout dépend quels sont les critères de jugement, j'allais dire. Je pense qu'il y a énormément, enfin en tout cas il y en a plusieurs, façons d'appréhender la pédopsychiatrie. Et certains parents vont trouver ça formidable et d'autres, typiquement moi qui considère que la Ritaline doit être prescrit avec parcimonie, en tout cas quand le diagnostic est posé de façon ferme et qu'on a bien tout vérifié. Certains parents vont se dire bah non, je préfère aller voir quelqu'un qui va mettre de la Ritaline, au moins mon enfant sera plus serein, sera plus calme, et moi ça me va très bien. Voilà, moi je pars du principe que si on peut éviter un traitement, c'est toujours mieux. Mais voilà, certains vont trouver que c'est pas une bonne chose et qu'ils préfèrent avoir leur ordonnance. Donc voilà, je pense qu'il faut tomber surtout sur un pédopsychiatre avec qui on est en phase et dont le contact, j'allais dire, va nous plaire tout simplement. Il y a quand même une question d'échange et de feeling qui est importante. De relation thérapeutique voilà, avec exactement, eux. exactement. Bien sûr. Est-ce que la vidéo est une C'est gentil, mais merci, c'est bien comme ça. Voilà. T'auras plein de compliments. Je fais pas trop peur en fait, c'est ça. Non. Je vois l'heure qui passe. J'imagine que de toute façon, bon, franchement, ce neurolive là, en fait, il pourrait durer 2 heures ou peut-être 3 heures. Ouais. Parce que les personnes, forcément, vont avoir des questions et c'est très bien et c'est tout à fait compréhensible. Et c'est bien, ça continue. Tu vois. Merci Stéphanie. Et, non, mais en plus, Johanna, encore une fois, ça fait vraiment. Ça va faire 6 ans, je crois, en fait. Que du coup. Qu'on échange. Ouais, qu'on échange et que du coup, j'ai la chance de pouvoir échanger avec elle autour de certains patients. Et vraiment, je n'ai que des retours positifs de concernant. Donc, voilà. C'est pour ça, je peux dire la même chose. Hein. C'est passage autocongratulation. Ouais, exactement. Voilà. Est-ce que un prochain neurolive, ça sera à voir après? Oui, avec plaisir. Non, avec ça plaisir. Va, maintenant que j'en ai fait un, je pense que je pourrais en faire un deuxième. Super. Du coup, si ça vous va, sauf si tu avais quelque chose à rajouter, mais sinon, si ça va et tout, on arrête et tout pour ce soir. Enfin, j'adore parler de psychiatrie, donc je pourrais continuer, mais là, on pourra continuer un autre soir. Moi-même, en fait, j'adore, et sincèrement, en plus, merci pour toutes tes explications. Mais j'espère que j'ai été claire. Je pense. Très bien. C'est pour ça d'ailleurs que je n'ai rien repris. Finalement, j'ai juste posé des questions, mais j'ai rien repris. Merci pour ta disponibilité, merci pour toutes tes explications. Encore une fois, c'est vraiment extrêmement gentil de ta part de t'être rendu disponible ce soir pour apporter toutes ces explications à un maximum de personnes. N'hésitez pas à partager. Le but du jeu, encore une fois, c'est ça, c'est que du coup on puisse partager afin que ça puisse être utile à beaucoup de familles qui vont être concernées par toutes ces problématiques-là et faire en sorte que s'ils ne peuvent pas, pour X ou Y raison, consulter auprès d'un professionnel, au moins ils aient un peu de contenu, d'information et voir le jour où en tout cas ça sera possible quel professionnel aller voir. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à partager sur les groupes Facebook et voilà. Merci beaucoup parce que je trouve que c'est une très belle idée et sans vouloir imposer un point de vue, c'est donner le maximum d'informations
sans vouloir orienter les patients dans Non. un sens ou dans un autre, mais simplement donner des informations pour savoir comment s'orienter. Moi, je trouve ça super. Bah, c'est gentil. Voilà. Merci à toi. Merci beaucoup. Passez une excellente soirée. Profitez bien. Prenez soin de vous. Et à bientôt. Bah ouais, exactement. Pour nous, la semaine prochaine, Johanna, du coup, à bientôt. La semaine prochaine, ça sera sur le burn-out. Ah, D'accord? Ouais, avec un psy du travail qui nous parlera du burn-out et je pense que ça sera extrêmement, extrêmement intéressant. Voilà. Je regarde. Tu regarderas? Bon, super. Passez une bonne soirée. Ciao, ciao. Bonne soirée, au revoir.